Tenez, prenez place. Agnès, si vous voulez vous installer à ma droite. Elle est où, Agnès? Elle arrive? D'accord. Alain là, Pierre ici, à côté de moi. Bien, je vous présente Alain Crozier, président de Microsoft France, Pierre Dejoux, président d'Otis Europe du Nord et Afrique, qui sera un peu notre œil planétaire à cette table ronde, Pierre Saint-Arnaud, un des Canadiens que je citais tout à l'heure, président d'ABB France, et notre grand témoin, Agnès Benassi-Kéré, qui est présidente déléguée du Conseil d'analyse économique, une institution que je pense vous connaissez tous, qui conseille le gouvernement sur toutes les grandes questions économiques. Notre table ronde doit nous permettre de traiter la première des 4 grandes questions qui figurent à notre feuille de route. Comment améliorer l'attractivité économique de la France pour générer plus de croissance? Et donc, pour définir cette feuille de route et la préciser, je demande au président de séance, Christophe Demestre, président de Siemens France, de remonter sur la tribune pour ouvrir notre séance. Merci beaucoup. J'ai essayé de faire plus court. Donc, notre première table ronde de la journée sera consacrée à l'économie. Pour introduire le sujet, nous pourrions une nouvelle fois passer en revue les derniers indicateurs macroéconomiques disponibles, le taux de croissance, les prévisions de croissance, l'emploi, la balance commerciale française, le poids de la dette. Mais ces chiffres, nous les connaissons tous. Il me paraît aujourd'hui inutile de vous le rappeler qu'à eux seuls, ils sont très loin d'offrir une image rassurante de l'économie française. Vous me pardonnerez là cette litote. Pour introduire cette table ronde, j'aimerais au contraire vous rappeler, marteler d'entrée de jeu, l'ambition que nous voulons donner à cet événement, promouvoir le franco-optimisme, valoriser et miser sur les atouts de la France, sortir résolument du French bashing ambiant pour lequel même les Français excellent, de l'exercice facile de l'autodénigrement, de l'autoflagellation, pour nous tourner résolument vers une approche engagée, positive et concrète. Il n'est nullement question ici de casser le thermomètre ou de nous convertir benoîtement à la méthode Coué pour enjoliver le tableau. Bien au contraire, nous avons ici la chance formidable de réunir autour de cette table tout à la fois des acteurs qui au quotidien subissent les freins, la lourdeur de certains rouages propres à l'économie française, des témoins en capacité de comparer, de benchmarker dans leur groupe les handicaps mais aussi les atouts de la France, des entrepreneurs qui chaque jour innovent, se battent pour développer leurs entreprises en France et donc pour drainer des investissements ici. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, merci. Car nous sommes ici des ambassadeurs de la France, des ambassadeurs lucides, des ambassadeurs critiques, mais des ambassadeurs bienveillants de l'attractivité française. Car l'attractivité dont vous avez parlé ce matin, c'est l'attractivité d'un pays pour une entreprise, c'est d'abord son marché. Cela, c'est un atout naturel, le premier atout de la France, au cœur de l'Europe. Un marché du plus grand marché du monde, l'Europe, dans lequel nous nous situons, qui est un atout fantastique. L'attractivité d'un pays, c'est aussi le dynamisme de son marché. À nous de nous mobiliser pour proposer des clés pour déverrouiller la croissance française. Et enfin, l'attractivité d'un pays, c'est aussi son tissu d'entrepreneurs qui sont dignement représentés ici. Là encore, les atouts de la France sont évidents, qui comptent des majors dans les filières d'excellence et parfois ignorés dans le domaine du software et autres, mais aussi un esprit d'entreprise qui reste tout aussi évident à développer et transmettre. Et là aussi, je rejoins vos aspirations sur un dynamisme nouveau dans l'éducation nationale. L'attractivité d'un pays, c'est aussi le choix de ses politiques publiques dans le domaine de la compétitivité. Saluons ici la dynamique amorcée autour des filières d'excellence, des choix en matière de politique énergétique qui devraient également faire effet de levier pour ouvrir de nouveaux marchés. Les changements en Allemagne sont de bon augure. Idem des manières en matière d'infrastructures, dans les transports notamment. Sans oublier le soutien à l'investissement, vecteur essentiel du financement de l'économie. L'attractivité d'un pays, c'est aussi la culture de la compétition. Et là, tout autant que nous sommes représentants de groupes internationaux implantés en France, notre apport est essentiel. Pour contrer cette méfiance culturelle bien française contre l'économie de marché, pour dénoncer parfois au travers d'un patriotisme économique, notamment dans le cas des marchés publics, que l'on peut ressentir plus sensiblement ici qu'ailleurs, le fameux colbertisme,
et pour promouvoir une culture économique ouverte à l'international. Enfin, l'attractivité d'un État, c'est aussi le sérieux de sa gestion publique, la modernisation, ou en français la réforme, pour une meilleure efficacité de l'État, la maîtrise de la dépense publique, et c'est la priorité, la lutte contre l'endettement public. La liste est longue, certes, je vous prie d'excuser cet inventaire, j'arrêterai donc là. Mais voilà donc les thèmes que nous voulons proposer d'aborder à cette première table ronde et autour desquels notre ambition d'acteurs, de témoins, d'entrepreneurs, d'ambassadeurs est aujourd'hui à apporter des propositions très concrètes. Cher Gilles, chers collègues, je vous cède donc la parole et reviendrai pour la conclusion tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Alors, nous allons maintenant inaugurer une petite tradition que nous retrouverons aux 4 tables rondes. Un focus sur l'étude d'INSEAD, évidemment relié à notre thème dominant, cette fois-ci l'économie, et puis la projection de quelques chiffres clés. Alors, pour l'étude INSEAD, je demande à Javier Jimeno, directeur académique de l'Initiative pour la compétitivité européenne, de monter à la tribune et de venir présenter le focus qu'il a choisi dans la très riche étude d'INSEAD sur cette question de l'attractivité économique. Merci Gilles, mesdames, messieurs. Les perspectives que nous voudrons donner à cette étude qui va cadrer la discussion économique, c'est sur l'analyse de la compétitivité en France et analyser les forces et faiblesses de la France à niveau de compétitivité et productivité en comparaison des autres pays européens. Pour ça, on a les résultats de l'enquête INSEAD sur la compétitivité européenne qu'on a fait avec les anciens de l'INSEAD, alors une population homogène, le printemps de 2013. On a eu 3000 réponses des gestionnaires d'entreprises et entre ceux, à peu près 10% des réponses des dirigeants anciens en France. Alors, notre enquête, c'est à niveau de la structure de compétitivité. Alors, on a des questions sur les piliers de compétitivité, comme l'infrastructure, les régulations, les flexibilités des marchés financiers et du travail, et l'innovation, la qualité de gestion et des autres choses comme ça. Et en total, 17 piliers de compétitivité. Alors, pour comparer les résultats entre la France et les autres pays d'Europe, on a vu qu'on peut summariser la différence de ces 17 dimensions en 2 dimensions seulement. Et ces dimensions expliquent 80% de la variance de notre enquête. La première, c'est une mesure de la compétitivité globale. Alors, les pays qui sont plus à droite sont plus compétitifs et on voit là-bas des pays de l'Europe centrale et de l'Ouest, aussi des pays de l'Europe du Nord. À gauche, on voit des pays qui sont en général moins compétitifs et là-bas, on a des pays de l'Europe de l'Est, aussi de l'Europe du Sud. Là-bas, on voit la position de la France. Et en fait, on a vu que la France a décroché, disons, des pelotons de tête, et ces dernières des autres pays de l'Europe centrale et du Nord. Et c'est seulement en face aux autres pays de l'Europe de l'Est ou du Sud. Alors, c'est une situation qui est peut-être préoccupante. La deuxième dimension, c'est une dimension qui a relation au niveau de l'interventionnisme public au libéralisme économique. Alors, les pays qui sont plus en haut font bien à niveau des marchés flexibles, la simplicité fiscale, l'entrepreneuriat et un gouvernement simple et efficace. Et les pays bas, par contre, sont des pays qui ont très bonnes infrastructures et bonne protection des droits. Alors, une façon, l'État fait un rôle plus important au niveau de l'économie. Et là-bas, on peut voir des choses importantes. La première, qu'il y a plusieurs façons d'être compétitif en Europe. Il n'y a pas une façon seulement. On peut voir que la Grande-Bretagne et l'Allemagne sont très compétitifs, mais suivent des façons très différentes.
Et là-bas aussi, on voit que la France s'est décrochée aussi à niveau de ce très haut niveau d'interventionnisme. Alors, une réflexion pour notre table ronde, c'est si on peut en fait diverger de cette façon de le reste d'Europe et retenir notre compétitivité globale. Notre analyse aussi nous donne des idées sur dimensions spécifiques qui sont soit des forces ou des faiblesses de l'Europe et de France en comparaison avec le reste de l'Europe. Ici, on voit que la France a des très forts atouts à niveau des infrastructures. C'est le 4e pays en Europe, selon notre ancien, à niveau de la qualité des infrastructures logistiques. 8e à niveau de la qualité des infrastructures de communication. Très bon aussi à niveau de l'innovation, de l'éducation. Mais on voit aussi des dimensions qui sont des faiblesses qu'il faut réagir. Ce sont des challenges, et surtout à niveau de la flexibilité des marchés et de l'initiative. On voit que la France est relativement bas en comparaison à le reste d'Europe à niveau de la réglementation, la régulation. Elle est le 5e dernier en Europe, selon notre étude, à niveau de l'entrepreneuriat. Le 3e dernier à niveau de la simplicité fiscale et le dernier en Europe, selon nos anciens, à niveau de la flexibilité des marchés de travail, de la possibilité d'embaucher des gens. Et pour nous, la réflexion, ça nous donne une vision claire des priorités qu'il faudra améliorer. Cette analyse est importante parce qu'elle est d'accord aussi avec des autres analystes, par exemple l'analyse de la Banque mondiale sur les environnements des affaires. Et là-bas, la France n'est non plus très bien située. Et en vision globale, est à peu près 40e dans le rang mondial au niveau des environnements des affaires. Il y a certainement des choses qui vont mieux, par exemple l'habilité de protéger ses droits et les niveaux contractuels, mais il y a aussi des faiblesses qui font l'initiative privée un peu plus difficile en France. Alors, une réflexion pour les tables rondes serait de comment on peut mobiliser et motiver l'entrepreneuriat et le travail du secteur privé et pour bâtir une France qui est toujours plus compétitive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Javier. Je vais vous demander de nous rejoindre sur cette scène. À gauche, on voit déjà des petits cailloux posés. On entend une chose, c'est que le léger décrochage quand même enregistré par la France, cité par Philippe Houzet tout à l'heure ou par Bruno lors de la présentation de l'étude INSEAD, la présentation générale, tient à un double facteur. Nos facteurs faibles ont eu tendance un peu à s'aggraver et nos facteurs forts ont eu tendance un peu à s'effriter. Et c'est évidemment sur ces deux leviers que nous allons essayer d'agir. Et puis, la deuxième chose, qui était le premier graphique, j'espère que vous en avez tous compris l'originalité, c'est de montrer que, d'une certaine manière, la question du degré d'interventionnisme n'était pas forcément la question. Or, probablement, est-ce une des questions sur lesquelles la classe politique s'empaille en France, c'est pas tellement le degré d'interventionnisme, c'est la façon dont on agit, ou dont on agit faiblement, ou dont on agit fortement, et dont on essaye d'agir intelligemment. Alors maintenant, je vais demander à Marc Lermite de prendre la place de Javier à la tribune et de nous présenter sa sélection des chiffres clés. Marc Lermite, pendant cette journée, ça va être un peu le François Langlais des États de la France. Il est là pour nous montrer. Voilà, d'ailleurs, on l'a choisi exactement selon ce critère. Il est là pour nous montrer les chiffres qui parlent. Alors, on l'écoute avec évidemment beaucoup d'intérêt. Avec autant d'attention que vous écoutez François, et la pression est sur mes épaules. Donc, bonjour à tous et merci de votre accueil pour cette première séquence chiffres. Je vais essayer de raconter l'histoire derrière les chiffres en quelques secondes. Je vous promets que ça ne durera pas plus de 2 minutes. Donc, j'aurai l'occasion de venir 4 fois en introduction de chaque table ronde et vous présenter sur la partie gauche la face sombre et sur la partie droite, d'une manière incroyablement équilibrée, la face claire de l'attractivité et de la compétitivité de la France. Et pour la séquence économie, il nous a semblé important en négatif, même si Christophe a dit qu'on pourrait aligner les chiffres et encore des chiffres, et d'évoquer, vous les voyez s'afficher, la perte de poids des investissements directs étrangers en France. J'y reviendrai dans quelques instants. La croissance faible. On annonce à l'OCDE 1%
Et encore, nous savons que la prévision dépasse la réalité de notre croissance des 5 dernières années, un tout petit peu au-dessus de 0%. La désindustrialisation, ce qui m'a frappé, c'est le nombre de fermetures d'usines, 2 fois plus que le nombre d'ouvertures. Il s'ouvre encore des usines, il s'en ferme quelques-unes. Mais aussi sur la partie droite, la face claire de notre attractivité, de notre compétitivité, la force incroyable, considérable, que représentent les 20 000 entreprises à capitaux étrangers en France. En stock, c'est la moitié de notre PIB. Difficile de comparer du stock avec un PIB, je le fais quand même. C'est pourtant 30% de plus que l'Allemagne. Le moteur du CAC 40, je vais y revenir aussi dans quelques instants, est la France qui continue, bon an mal an, à attirer quelques centaines, n'ayons pas peur des mots et des chiffres, d'implantations internationales qui se situent sur le podium, certes au troisième rang, mais sur le podium. Et j'ai choisi d'en retenir 2 pour cette table ronde, pour ce matin. En 10 ans, les emplois portés par les investissements directs étrangers ont diminué de 500 000. Ils passent ainsi en dessous de 2 millions. C'est symbolique, c'est important, parce que ces investissements directs étrangers, Christophe l'a rappelé tout à l'heure, c'est en gros un tiers de notre économie. Un tiers de notre économie qui perd de la puissance, qui perd de la capacité d'entraînement, qui perd du sens et qui est beaucoup plus prudent, c'est le moins qu'on puisse dire, en France. Mais l'autre éclairage positif, cette fois-ci, je vous dirais qu'on en a trouvé à chaque fois, c'est celui d'une France qui reste forte, très forte de ses grands groupes, de son CAC 40, leader dans l'énergie, les transports, l'aéronautique, le luxe et j'en passe, et qui rendent donc incontournables certains investissements de services, de prestations, d'outsourcing. Ainsi, ce que je vous montre ici, c'est le rang de la France en nombre de sièges mondiaux implantés sur notre territoire. 4e rang, derrière les États-Unis, le Japon et la Chine. Il faut savoir d'ailleurs que Paris, le Grand Paris, est la 3e concentration de ces sièges mondiaux au niveau mondial, après New York et après Tokyo. Et ce, pour la France, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Merci Gilles, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Marc, on vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième table ronde. Alors maintenant, nous allons entendre les chefs d'entreprise qui sont autour de moi et qui vont aborder 6 thèmes, chacun 2 thèmes, et à la fin de chaque séquence de 3 thèmes, je donnerai la parole à Agnès Benassi-Kéré qui viendra réagir à ce qu'elle a entendu. La première personne à qui je donne la parole, c'est mon voisin de gauche, Pierre Saint-Arnaud. D'une certaine manière, en liaison directe avec ce que nous venons d'entendre, vous avez souhaité parler de ce que représentait la France comme espace économique. Et tout de suite, vous mettez les choses en perspective. La France, oui, mais pas seulement la France, l'Europe aussi. Merci Gilles. Alors, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames, Messieurs, la première thématique que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la dimension européenne de l'économie française. Dans le rapport qu'il a rendu au Premier ministre l'année dernière, Louis Gallois soulignait l'importance d'intégrer la politique du marché intérieur français au sein d'une véritable stratégie industrielle européenne. Et pour un groupe comme ABB, compétitif sur le plan international, il s'agit là d'un impératif. Devant des marchés tels que l'Amérique du Nord et la Chine, l'Europe est le niveau critique qui permet de renforcer la compétitivité des entreprises françaises et partant européennes. La France a des atouts indéniables et nombreux. Dans mon domaine en particulier, l'expertise, la formation des ingénieurs, la capacité d'innover des entreprises et de l'économie française, comme vous le soulignez, Monsieur le Président. Bon, on peut parler aussi de gastronomie et de patrimoine. Mais en réalité, ces atouts-là prennent toute leur signification en termes d'attractivité dans la mesure où ils sont insérés dans une stratégie européenne. Leur effet ne peut être valorisé et exploité que s'ils sont mis en perspective au sein d'un grand marché intégré et qui permet donc des économies d'échelle nécessaires à la croissance des entreprises. Les activités d'ABB en France sont très largement tournées vers l'Europe. Nous exportons plus de 40% de notre chiffre d'affaires de 600 millions d'euros depuis des sites industriels dans la région parisienne, la région lyonnaise, Marseille, Aix-les-Bains. Alors évidemment, ce que veulent les entreprises comme ABB, c'est que les décideurs publics en France pensent aussi en grand format, en gardant en tête l'idée d'un marché unique, important,
qui implique toutes sortes de dynamiques, entre autres une harmonisation des standards et une plus grande ouverture des marchés. J'y reviendrai plus tard, la France ne doit pas manquer son rendez-vous avec le défi énergétique. Sur ce sujet, ABB offre des solutions qui correspondent aux objectifs ambitieux que doit se donner un pays comme la France. Mais cela suscite immanquablement des investissements élevés, un sens du long terme et, comme je le disais, une vision qui dépasse le plan national. Alors, je vous donne un exemple. On a investi 20 millions d'euros dans les dernières années pour disposer d'usines performantes et de s'équiper d'outils industriels à la pointe de la technologie. Nous l'avons fait en concentrant nos efforts sur un nombre limité de lignes de produits et de services, permettant ainsi des processus d'affaires simplifiés et des effets de volume plus importants. Ceci a permis d'améliorer notre compétitivité et d'augmenter nos volumes de production en adressant un marché élargi. C'est ainsi que certaines de nos activités industrielles en France maintenant dépendent de l'exportation à plus de 80% de leur volume de production. Le constat que je dresse en tant que chef d'entreprise d'origine canadienne, vous avez bien compris ça, hein, je pense. En passant, on me dit quand je retourne au Canada que j'ai un accent en français. Je ne pense pas que vous soyez d'accord. Hein? Alors, avec l'expérience que j'ai au niveau international, le constat que j'en fais, c'est que la France, on n'a pas suffisamment conscience de l'importance du marché européen. Et par conséquent, on doit se doter d'ambitions plus grandes dans certains de nos projets industriels. Nous ratons des occasions en restant centrés sur des marchés domestiques, certes marqués par une consommation plutôt soutenue, mais qui ne se suffit pas à lui-même. Le vœu que je formule est qu'on puisse améliorer la compétitivité de la France dans l'environnement européen. Et c'est en effet, si nous voulons tirer le maximum de la plus grande zone commerciale au monde, il faut ouvrir. Il faut pouvoir mettre les atouts de la France en avant face aux contraintes liées à une concurrence européenne très forte, dont les bienfaits, par contre, ont tendance à être un peu trop escamotés dans le débat public. ABB a des installations de production et d'ingénierie dans tous les pays européens et on a fait des choix de se spécialiser dans des lignes de produits et de services desservant l'ensemble de l'Europe. Au-delà des efforts requis pour améliorer les facteurs de compétitivité, la France a besoin, pour attirer davantage d'investissements, de rester résolument engagée avec ses partenaires européens à une plus grande ouverture des marchés, appuyée sur un marché européen élargi. Merci. Merci Pierre. Vous avez vu un peu comment a été construite sa séquence. Diagnostic et recommandations, ça va être le cas des autres orateurs de cette table ronde et tout à l'heure pour le deuxième thème qu'abordera Pierre. Pierre, je vous soumets une des questions qui était placée au centre par Bruno Lanvin tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, ce décrochage relatif de l'attractivité française depuis 7-8 ans, comme le démontre l'étude INSEAD, c'est un problème pour vous dans le dialogue que vous entretenez avec le groupe ABB? Oui, eh bien, certainement, hein, parce que... Dans quels termes, très concrètement, ça se pose dans les discussions que vous avez avec lui? Alors, il faut absolument, pour attirer l'investissement en France, de sociétés comme ABB qui sont actives partout à travers le monde, qu'on puisse servir des marchés plus larges que strictement la France. Et une des problématiques qu'on a, c'est que pour ce faire, on doit nécessairement avoir un niveau de compétitivité sur nos activités françaises qui va permettre qu'on puisse rayonner sur ces marchés européens plus larges. Et est-ce que vous diriez, ce qui est suggéré dans l'étude INSEAD, que les autres Européens font aujourd'hui beaucoup mieux que nous et que du coup l'arbitrage que vous mentionnez pourrait tourner en notre défaveur et que les très bons scores montrés par Marc tout à l'heure, par exemple, sur les sièges sociaux, pourraient évoluer de façon négative pour nous? Je ne sais pas, mais il faut qu'on s'appuie sur les forces de l'économie française comme l'innovation et qu'on prenne le combat. Hein? Il faut qu'on puisse s'ouvrir et qu'on puisse attaquer ces marchés-là. Alors, la bataille n'est certainement pas perdue, mais c'est sûr qu'il faut être plus actif. D'accord.
Alors, le deuxième thème, il va être traité par Alain Crozier. Il était dans la présentation de Ravir tout à l'heure. C'est la question de l'entrepreneuriat et des PME. On voyait très bien, c'est un sujet qui est maintenant assez bien instruit en France, que nous avons de ce côté-là un point faible, et sur la qualité de l'environnement des affaires, et sur ce fameux corps moyen des entreprises sur lequel nous sommes insuffisamment dynamiques. Alain, nous vous écoutons. Merci. D'abord, moi je fais partie des Français qui se sont exportés. Donc j'ai passé plus de 13 ans aux États-Unis pour Microsoft. Et lorsque je suis revenu il y a à peu près 18 mois, à la première visite de Steve Ballmer, il m'a demandé « Est-ce que tu es heureux d'être revenu ?» Et je lui ai dit « Oui, bien sûr, c'est quand même un challenge très très intéressant. » Et il m'a demandé est-ce que tu sais où est-ce que tu vas pouvoir aider à Microsoft, aider Microsoft à grandir. Et très honnêtement, j'avais quelques idées, mais je ne savais pas que les PME allaient être en fait le cœur de la discussion. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène qui est intéressant dans l'enquête, c'est que globalement nos grands groupes français, ils ont aussi un barycentre qui est en train d'évoluer énormément. Puisque le marché mondial, eh bien, il est en France, mais il est aussi beaucoup et de plus en plus ailleurs. Et comme effectivement ces grands groupes sont en train de se déplacer à l'étranger, eh bien, il faut s'attaquer en fait à la deuxième partie, des entreprises, qui sont les ETI. Et on sait que sur les ETI, en France, on a une grosse faiblesse puisqu'on n'a pas d'ETI, ou on en a, en nombre extrêmement faible. Donc la dernière couche, ce sont les PME. Et dans le domaine des PME, l'emploi en France passe par le développement de ces PME. Et donc, quelque part, quelle que soit l'entreprise que vous représentez, il est évident qu'on doit faire et on doit aider les PME à se développer. Alors, je vais passer sur les quelques bloqueurs en termes de, ressources financières, accès au crédit, tout ça, parce que je pense que toutes les enquêtes, toutes les études le démontrent bien. Mais je vais plutôt mettre l'accent, moi, sur quelque chose que j'ai bien aimé chez Jean-Paul Delevoye, c'est en fait les mentalités et l'attitude. Depuis que je suis revenu chez Microsoft, je parle beaucoup aux PME, puisque évidemment, c'est pour moi important, et c'est pour, je pense, la France extrêmement important. Et on s'aperçoit de plusieurs choses. D'abord, les PME, elles n'ont pas véritablement une envie de se développer. Ou certaines l'ont, mais pas en masse. Et donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Les patrons de PME sont assez solitaires, voire très solitaires. Et donc ça veut dire que l'accès à ces PME est quasiment fermé. On n'invite pas les jeunes à venir rejoindre ces PME, alors que je pense qu'aujourd'hui, on devrait faciliter l'accès de ces PME aux jeunes à des conditions qui sont encore à définir, mais on devrait pouvoir leur permettre d'accéder. Une chose qui est intéressante, et j'en ai rencontré plus de 2000 depuis que je suis revenu en France, on s'aperçoit qu'elles ont défini un produit, elles ont fabriqué un produit, mais que quelque part, les capacités à les marketer, les capacités à les vendre, eh bien, on n'y a pas vraiment pensé. Donc on a quelque chose à montrer, mais on n'est pas capable d'aller, un coup plus loin. Et donc, en regardant tout ça, on s'aperçoit que aussi, ces PME n'ont pas cette capacité d'ouverture à deux niveaux. Un, c'est vers l'international, c'est clair, mais aussi en interne, de trouver les quelques compétences qui vont pouvoir les aider à passer au niveau supérieur, à la vitesse supérieure. Et pourquoi est-ce que je fais une boucle avec Microsoft ? Parce qu'on a lancé un programme d'entrepreneuriat, alors évidemment tourné sur le numérique, puisque c'est notre activité majeure. Et lorsqu'on a décidé de monter ce programme, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait aider les entreprises en matière de compétences. Et donc Microsoft ne fournit pas l'aspect financement, mais va fournir exclusivement toutes les compétences nécessaires à ces entreprises pour décoller. Que ce soit des compétences techniques, technologiques, mais aussi des compétences en affaires et surtout l'accès au réseau, à l'écosystème de nos partenaires, qu'ils soient technologiques ou pas. Et on s'aperçoit que pour les PME, aujourd'hui en France,
Si on arrivait à prendre une partie de tout cet argent qui existe dans le domaine de la formation, cet énorme éléphant dont aujourd'hui on ne sait pas trop quoi faire, et qu'on le cible exclusivement sur un certain nombre de compétences, je pense qu'on pourrait arriver à faire déjà quelques progrès dans ce domaine-là. Un autre aspect qui est important, c'est l'aspect international. L'aspect international. J'ai eu la possibilité dans un de mes rôles précédents, aussi qui était mondial, puisque j'avais la responsabilité des activités vente, marketing et services de Microsoft au niveau mondial d'un point de vue financier, d'aller dans plus de 60 pays dans le monde et de voir un peu ce qui se passait dans ces pays. Et c'est très intéressant parce qu'un jour, je me suis retrouvé dans un hôtel face à une équipe d'Espagnols. Il y avait là une douzaine de petits PME espagnols représentés par leur patron. Et la première chose qu'elles m'ont dite, c'est nous, on chasse en meute. Et c'est une expression, moi, qui m'est restée en tête, parce qu'on dit aujourd'hui, où on va aider les entreprises et les PME en particulier, grâce aux chambres de commerce, grâce à un certain nombre d'outils qui existent, à aller peut-être s'exporter. Mais globalement, en fait, elles le font avec du support, mais elles ne le font pas d'elles-mêmes naturellement. Et cette peur, entre guillemets, de l'international, je pense qu'il est à retravailler. Et là encore, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire, qu'on pourrait faire, encore une fois, en présentant et en offrant à ces PME un certain nombre de moyens qui sont disponibles sur le marché. Si on prend les écoles de commerce, par exemple, aujourd'hui, et là c'est vraiment extrêmement basique, je vais vous dire, aujourd'hui, je leur ai posé la question, puisque là encore aussi on rencontre beaucoup d'écoles, combien d'études de marché faites-vous pour des PME? Là encore, le chiffre est extrêmement faible. On est entre 15 et 20%. 15 et 20%, c'est nettement insuffisant. Et encore une fois, il faudrait que, quelque part, on puisse monter en compétence là-dessus, quelque chose qui, effectivement, doit nous permettre d'évoluer. Et le dernier point que je soulignerai, parce qu'on est, encore une fois de plus, non pas, je dirais, dans les problèmes de taxes, etc., parce que ça, je le laisserai pour les autres tables rondes, mais quelque part, cette volonté d'aller voir ailleurs ce qui se passe et cette volonté d'aller voir ailleurs qui existe, et comme disait Pierre, eh bien que le marché, en fait, il est beaucoup plus grand que le sien. Dernier point que je soulignerai qui est très important, et je reviendrai tout à l'heure dessus, c'est l'accès au marché public. L'accès au marché public, pour une PME, c'est moins de 5% aujourd'hui de ses possibilités de développement. Et d'ailleurs, lorsque je regarde, et ça c'était la dernière question que Steve Ballmer m'a posée, c'est mais qu'est-ce que toi tu fais personnellement pour les PME? Combien de tes fournisseurs aujourd'hui sont des PME? J'étais incapable de répondre. Je suis retourné au bureau, j'ai cherché, et on n'était pas à 5%, on est à 7%. Voilà. Donc voilà encore une autre. Merci beaucoup Alain. Il y a une personne qui, quand on parle de ETI et de PME, prend des notes, c'est Yvon Gattaz, au 2e rang, parce qu'on sait à quel point cette cause lui est chère et l'énergie qu'il déploie pour essayer justement d'aller dans le sens que vous désignez. Ça sera intéressant d'entendre Agnès Benassi-Kéré, parce que cette question de la fragilité du tissu de PME, c'est pas d'hier, c'est même pas de la date du décrochage pointé par l'étude d'INSEAD il y a 7, 8, 9 ans. C'est presque une vieille rengaine. Comment se fait-il qu'on n'avance pas? Je vous garde cette question pour tout à l'heure, parce qu'il y a un 3e orateur qui va prendre la parole. Il s'agit de Pierre Dejoux. Alors, quand on parle des atouts et des faiblesses de la France, et qu'on n'a pas trop le moral, il y a un atout auquel on s'accroche comme à une bouée, c'est le dynamisme démographique. Et c'est vrai que la France fait preuve, par rapport à tous les pays comparables, d'un assez grand dynamisme démographique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de cet atout quand on essaye de transférer ça, non pas simplement comme une vertu sociale, comme un point fort pour le vivre ensemble, pour prendre un thème courant, mais en termes de business, comment on gère cette affaire-là? Quelles sont les considérations que ça vous inspire, Pierre? Merci Gilles. Tout d'abord, je vais revenir sur ce qu'a dit Pierre. Tout le monde connaît Otis. Otis, on est plus de 5000 en France, on a 1000 emplois industriels, on fait 70% d'exportation. Ceci étant, on appartient à un très grand groupe qui s'appelle United Technology Company, qui représente 15 000 emplois en France, dont 5000 emplois industriels. Et si on aime la France au niveau industriel, c'est aussi parce qu'on a eu des sièges européens pendant très longtemps
en France et qu'on croit au talent français. Et on regarde avec précision le potentiel sur les marchés français et sur le marché européen. Ceci étant, là, je vais partager avec vous, parce que comme Alain, j'ai eu la chance de travailler à l'étranger pendant 5 ans, en Asie, donc je vais vous citer un certain nombre de benchmarks asiatiques. Et il y a une étude récemment qui a été faite auprès de 500 entreprises en Asie du Sud-Est pour demander est-ce que vous êtes prêt à investir en Asie du Sud-Est? À 90%, la réponse est oui. Et quel est le premier critère? À 80%, c'est la croissance. Alors quand on se retourne sur la France, on se dit quel est le potentiel de croissance. Donc on regarde les statistiques, voilà, donc on essaie de discuter des chiffres après la virgule. Puis après on se dit, il y a quand même un super potentiel de croissance qui est la démographie, et un autre qui est la silver economy. Alors définissez la silver economy. Alors, la silver economy, c'est l'économie des personnes, je dirais, plus âgées, avec une mission quelque part de développer cette économie, de faire en sorte que les personnes âgées soient autonomes, hein. Donc ça touche la santé, ça touche le bâtiment, ça touche les loisirs, et je pense qu'il y a une formidable carte à jouer dans ce domaine-là, hein. Je sais qu'il y a des réflexions, il y a à peu près 300 000 emplois en jeu, hein. Donc on peut imaginer demain des maisons autonomes avec des personnes connectées, avec des ascenseurs fiables, connectés aussi, voilà, donc on peut imaginer plein de choses, hein. Donc en tout cas, c'est un très bel axe de croissance. Je pense qu'il y a une chose, c'est de savoir donner de la vision sur la silver economy, hein. Je pense qu'il y a un potentiel, il y a une carte à jouer, hein. Si la France se positionne en tant que leader européen en matière de silver economy, on aura des emplois localement, et 2, on va pouvoir développer des savoir-faire qu'on va pouvoir exporter au niveau européen. Alors, juste, la compétition est internationale, parce que si vous regardez les sites de Singapour, Singapour se positionne aussi sur la silver economy, hein. Donc la compétition est mondiale. Ceci étant, il y a des niches, il faut savoir les jouer. Il faut aussi les jouer en travaillant de façon groupée, hein. Et je pense qu'il y a énormément de savoir-faire. Il y a des savoir-faire avec des entreprises françaises et aussi des entreprises internationales, hein, que je ne citerai pas, voilà, mais il faut savoir que chez UTC, on a aussi Carrier, Chubb, Cycli, Pratt & Whitney, Ratier Figeac, donc voilà, on a ce savoir-faire, on est prêt à jouer un rôle dans la silver economy. Très bien, merci beaucoup Pierre Dejoux. Alors, fin du premier round, et la réaction d'Agnès Benassi-Kéré, qui a entendu tout ça avec attention, qui a pris des notes. Je ne pense pas que ce soit des sujets que vous ayez absolument découverts, mais enfin, peut-être les angles qui ont été choisis vous ont intéressé et surprise. Oui, merci beaucoup, merci pour l'invitation, tout ça est très intéressant. Si je peux permettre peut-être 2 remarques en amont de cette table ronde, ce qui a été dit avant par le président Delvoye et puis d'autres intervenants. D'abord sur le concept de compétitivité, je voulais vous féliciter pour avoir d'emblée placé la compétitivité sur le terrain de la productivité. Parce que la compétitivité, c'est un concept assez mal défini, alors que la productivité, c'est quelque chose qu'on connaît et on sait que la seule manière de s'enrichir, c'est la productivité. Et donc, je pense que la productivité en France est à l'arrêt, disons-le franchement. Ça devrait être une cause nationale. Ça devrait être une cause nationale. Les entreprises ne sont pas complètement cohérentes, hein, sur ce sujet. On a les chiffres de hausse de salaire en France sur les 12 derniers mois. Bon, c'est largement supérieur à la productivité. Donc, ça va manger le CICE. Voilà, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on en arrive là, pourquoi est-ce qu'on en arrive à choisir de facto les salariés insiders, ceux qui ont la chance de garder un emploi, en défaveur de l'emploi lui-même. Je dis les choses un peu de manière impertinente, volontairement, je vais continuer sur ce thème. C'est pas impertinent pour nous, c'est impertinent pour le gouvernement que vous conseillez surtout, non? Absolument pas, c'est impertinent pour les entreprises. Pour les entreprises. Les salaires ne sont pas fixés par le gouvernement. Vous pensez que le gouvernement serait capable de tenir un discours public en disant aux entreprises, s'il vous plaît, tenez vos salaires? Je pense que c'est dit dans des cercles fermés. Ah, fermés, d'accord. Je parle à titre personnel. Hein. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est comme ça qu'on apprécie. Je pense aussi que quand on parle, quand les entreprises, à raison, demandent à l'État de se réformer, de réduire les dépenses publiques, les entreprises pourraient aussi inclure des secteurs qu'on appelle abrités de la concurrence internationale, qui, eux, ont des réformes à faire. Je pense par exemple aux professions juridiques qui sont très justement pointées par l'étude de l'INSEAD.
le fait que les entreprises aient à payer ici et là des notaires très chers, des tribunaux de commerce, etc., je pense que c'est un handicap à la compétitivité également. Les réglementations dans le secteur des transports, dans le secteur de la construction, dans le secteur de la... L'étude INSEAD citait les permis de construire, par exemple. Oui. L'efficacité du système de santé est une cause pour la productivité. Et donc, il faut avoir une approche très large de la productivité. Ça concerne tout le monde. Et je pense que les entreprises, notamment les entreprises multinationales, ont quelque chose à dire sur le sujet. On ne peut pas continuer avec une économie coupée en deux, avec des entreprises qui se battent à l'international et d'autres qui sont accrochées à des rentes sur le territoire national. Alors, et un deuxième point que je voulais mentionner par rapport à l'étude de l'INSEAD et ce qui a été dit par M. Jimeno, c'est bien ça? Oui. Sur les sièges en France, qui sont en assez grand nombre. Je pense que ça pose une question de société très profonde. On voit aujourd'hui qu'il y a une espèce d'incompréhension dans la société française entre le succès des groupes français à l'international, qui est réel, et l'absence de dynamisme de l'emploi en France et les hausses de salaire qui, bien qu'elles soient supérieures à la productivité, déçoivent. Je pense qu'il y a un problème de compréhension de ça, hein, puisqu'on entend régulièrement « Ah oui, mais pourquoi est-ce que cette entreprise réduit l'emploi puisqu'elle fait des profits ?» Ah oui, mais les profits sont faits sur d'autres marchés que la France. Et ça, c'est assez incompréhensible pour les citoyens et les salariés. Je pense qu'il y a un sujet de fiscalité qui sera de plus en plus prégnant, parce que la seule manière, enfin, quand on reçoit des revenus qui ne sont pas des revenus du travail, mais qui sont des revenus du capital, il faut savoir comment on les répartit dans la société. Et donc, je pense que les entreprises vont devoir de plus en plus faire face à cette question. Alors maintenant, j'en viens donc aux trois questions de la table ronde, Europe, PME, démographie. Alors, sur l'Europe, je vous dis franchement, la maison brûle. La maison brûle. Il ne faut pas compter, comme l'a dit M. Delvoye, bon, il a été très franc hein, sur les politiques. Je pense qu'en 2014, ça va être très difficile parce qu'on va enchaîner les élections municipales et les élections européennes et on peut deviner quelle sera l'élection qui sera sur le devant de la scène sur le plan du débat. Et donc je pense qu'il faut compter sur la société civile, on ne peut pas compter sur les politiques pour animer le débat. Et donc les entreprises ont un rôle à jouer. Si les entreprises pensent que l'Europe est une bonne chose pour la compétitivité, l'emploi, le bien-être, eh bien, il faut le dire, tout simplement. Il faut le dire, il faut s'engager. Donc moi, voilà, si j'avais une demande, hein, les entreprises, notamment les entreprises étrangères, qu'on ne peut pas soupçonner d'avoir des agendas cachés. Elles ne sont pas franchouillardes, voilà, elles sont ouvertes au monde. De s'engager carrément hein, dans le débat l'an prochain. Sur les PME, alors sur les PME, moi, je pense qu'il faut faire attention de ne pas se tromper de combat. La question du crédit, par exemple, la question du crédit n'est pas un problème général à toutes les PME. Il y a des PME qui sont confrontées effectivement à un rationnement du crédit, qui sont plutôt les plus jeunes, les plus fragiles. C'est très important de s'en occuper. Mais ce n'est pas le problème général des PME. Il y a des études de la Banque de France très sérieuses qui montrent que ce n'est pas, bon, je dirais pas la même chose en Espagne, hein, mais en France, ce n'est pas exactement le sujet. Je pense que vous avez dit deux choses très importantes sur la culture des PME. La question du goût du risque, ça a été aussi évoqué par M. Delvoye. C'est très important. On dit en France qu'on a un problème de culture par rapport au risque et notamment d'attitude par rapport à l'échec, le droit à l'échec. Hein, voilà. Peut-être que les entreprises étrangères, justement, ont des pratiques différentes par rapport à l'échec, qu'il serait bon de diffuser des bonnes pratiques dans le tissu d'entreprises françaises et peut-être de faire connaître un peu plus ces pratiques par rapport au droit à l'échec et également à l'école, tout à fait. Ça me paraît un point très très important. Le second, c'est sur les compétences. Et là, ça me fait penser... vous avez donc appuyé cette question des compétences et de ce que peuvent faire les grandes entreprises par rapport aux petites sur l'élévation des compétences. Ça me fait penser à un dossier qui va nous arriver dessus très prochainement dans le bâtiment. Dans le bâtiment, donc on a un tissu de toutes petites entreprises, d'ailleurs de grosses aussi, mais enfin bon, là je parle des petites, pour lesquelles la formation professionnelle pose problème. Et le gouvernement va mettre beaucoup d'argent sur la rénovation thermique. Et
donc, on va avoir des marchés. Et les compétences dans le domaine de la rénovation thermique sont, semble-t-il, assez faibles. Et donc, en tant qu'économiste, hein, si on subventionne la demande et que l'offre n'est pas là, on voit à peu près ce que ça peut donner, hein, des rentes, donc une perte supplémentaire de compétitivité, parce qu'in fine, c'est quand même des coûts qui vont se répercuter sur les entreprises. Hein. Et donc, je pose la question, est-ce que, justement, il n'y a pas une initiative des géants du bâtiment, enfin des géants plutôt des matériaux qui sont en amont, pour essayer d'accélérer la formation des PME dans ce domaine? Voilà, c'est une suggestion. Enfin, sur la démographie, puisque je vois qu'il faut que j'accélère, la silver economy, je pense qu'il y a un point qui est vraiment très important, qui est que peut-être en France, on a trop tendance à considérer des secteurs comme des secteurs abrités de la concurrence, des secteurs purement nationaux. Et la silver economy, je pense qu'un des enjeux, c'est d'en faire un secteur exportateur. Et on pourrait multiplier les exemples. On peut se poser la question de l'enseignement supérieur. Est-ce que l'enseignement supérieur ne devrait pas être carrément sans complexe dans la concurrence internationale? La santé. Est-ce que notre système de santé ne doit pas se lancer dans la concurrence internationale, bien sûr en faisant payer le prix de ses services, hein, mais voilà. Donc, est-ce que notre problème, c'est pas aussi d'étendre nos secteurs exportateurs? Donc, c'est ce qu'on appelle la marge extensive, avoir de plus en plus de services et de produits qu'on peut potentiellement exporter, en acceptant évidemment de se confronter à une concurrence féroce. Merci Agnès Benassi-Kéré. Je reviens 2 secondes sur la question des salaires qui est tellement importante. En effet, vous aviez raison, même si je vous ai taquiné là-dessus, de dire que c'est les entreprises qui fixent les salaires. Mais dans un contexte économique où, par ailleurs, le revenu disponible est fortement grévé par des remises en ordre financières au niveau de l'État, par des augmentations d'impôts, est-ce que c'est si facile que ça de maintenir des salaires très bas ou des progressions de salaires très modestes, quand par ailleurs les personnes qui en bénéficient voient leurs revenus disponibles fortement entamés par les politiques publiques? Donc vous voulez dire, quand je parle de l'évolution du pouvoir d'achat, je prends en compte les impôts, en particulier. Oui. Effectivement, ce que vous dites est correct, c'est-à-dire augmentation de l'impôt sur le revenu, hein, qui vient en déduction du revenu disponible, net perçu par les salariés. C'est tout à fait vrai. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mistigris? Alors, vous avez raison, ce n'est pas le gouvernement qui fixe les salaires, mais enfin, le gouvernement crée par ailleurs un contexte économique où il est assez difficile dans les négociations salariales pour des chefs d'entreprise de tenir la main de façon rigoureuse quand ils savent le contexte dans lequel évoluent les revenus. Et tout ça se tient. Hein. Pourquoi est-ce qu'il faut monter les impôts? Parce qu'il y a de plus en plus de chômage. Et pourquoi il y a de plus en plus de chômage? Parce que la productivité est à l'arrêt. Alors, vous nous avez dit un truc qui était, à mon avis, assez inquiétant, qui a été peu mentionné, c'est le crédit d'impôt emploi compétitivité, qui est plutôt une initiative qui a été très bien saluée quand elle est advenue. Et puis maintenant, on a l'impression que c'est plus tout à fait ça, qu'elle bénéficie pas aux bonnes entreprises. Et là, vous en rajoutez un argument supplémentaire en nous disant les hausses de salaire sont en train de bouffer une partie de l'avantage, vous l'avez pas dit comme ça, du crédit impôt compétitivité. Un bilan à date de ce crédit d'impôt emploi compétitivité, c'est bien ou c'est pas bien? Ça fonctionne ou ça fonctionne pas bien? Ça va avoir un effet positif ou pas positif sur l'économie française? Donc il y a un rapport qui a été fait sur le sujet, donc je ne vais pas me substituer. Il y a toujours, depuis le début, il y a une ambiguïté sur le crédit d'emploi le crédit d'impôt compétitivité emploi, sans savoir si c'est compétitivité ou si c'est emploi. Et donc on sait d'expérience, à l'aide d'études, qu'en bas de l'échelle des salaires, réduire les charges sociales, enfin indirectement, mais les réduire quand même, a un impact sur l'emploi. Et on sait aussi qu'à des niveaux supérieurs de salaire, il y a une négociation salariale qui se fait, et que vous réduisez les charges sociales, il y a un partage du gain qui se fait entre entreprises et salariés. Et donc, c'est pas étonnant, si vous voulez, je ne suis pas étonnée de ce qui se passe. Voilà. Oui, mais c'est quand même assez désespérant, parce que ça veut dire qu'on est sur des faiblesses structurelles si lourdes que d'une certaine manière, même quand on tente quelque chose de très positif, d'audacieux même, aussitôt, il y a 20 obstacles qui se dressent pour que cette chose positive puisse vraiment faire sentir ses effets positifs. Est-ce que ce n'est pas là un peu la profondeur du mal français? Non, là pour le coup, ce n'est pas des obstacles, c'est ce que la théorie économique va nous dire, hein, que le CICE, à 2,5 fois le salaire minimum, va être partagé et qu'une partie va aller en faveur des travailleurs à moyenne qualification, qui ont un pouvoir de marché par rapport à leurs employeurs. Et donc, c'est attendu, si vous voulez. Hein, c'est pas une surprise. Bien, fin du premier round.
deuxième round. Et là, je cède la parole à Alain Crozier qui va nous parler de la question de la régulation en France. Vous avez vu tout à l'heure le graphique de l'INSEAD mettant en liaison compétitivité et interventionnisme. Interventionnisme et régulation, c'est pas exactement la même chose, mais enfin, c'est quand même cousin. Allez, Alain, on vous écoute. C'est très cousin, oui. C'est très cousin. C'est d'autant plus cousin qu'effectivement, lorsqu'on regarde, je dirais, notre faculté, et dans le jargon anglais, on appelle ça ease of doing business. Je pense qu'effectivement, on est là où on est. Vu des maisons mères, on a le même type de graphe, et en fait, ils sont encore plus prononcés que ce qu'il y avait sur le graphique. Donc, soit il y a un problème d'échelle sur le graphique, soit effectivement, c'est encore plus compliqué. Je pense qu'il y a plein d'éléments qui sont à souligner. Je ne vais pas parler des questions fiscales et sociales, parce que je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et comment Donc, je vais m'arrêter à deux sujets. Je reviens à l'accès au marché public, et surtout, je reviens à quelque chose qui commence à pointer. D'un côté, on parle du Made in France, où on dit à un moment ou à un autre, il faut promouvoir cette activité. On sent aussi un tout petit peu de tension d'un côté un peu plus protectionnisme aussi. Et pour certains acteurs du marché qui sont un peu au milieu, eh bien c'est un peu compliqué aujourd'hui de véritablement comprendre ce qu'il faut faire. D'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez accéder à un certain nombre de ces marchés, il y a énormément d'étapes pour y arriver, des étapes qui sont assez compliquées. Je faisais référence à ma table ronde avec mes PME, et aujourd'hui, pour arriver à accéder au marché public pour une entreprise moyenne ou une petite entreprise, donc il n'y a pas les moyens d'avoir des gens qui sont dédiés à ce système, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas de plateforme, par exemple, unique d'accès à ces marchés. Il y a donc plusieurs logiciels, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs procédures pour accéder à ce type de marché. Et quelque part, une grande partie des acteurs eh bien, n'iront pas jusqu'au bout, non pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais qu'à un moment ou à un autre, eh bien, je pense qu'il y a trop d'étapes et trop de bloqueurs. On le voit aussi à des niveaux comme les nôtres, même en tant qu'entreprise structurée. D'un point de vue administratif pur et dur, je pense qu'il y a aussi là quelque chose qui est assez intéressant. Si on est une entreprise et qu'on essaie de rechercher, je dirais, les aides, par exemple, qui sont disponibles à un moment donné pour vous permettre de vous développer, vous apercevez qu'entre les différents niveaux, c'est un peu le millefeuille des aides, on a entre 17 et 26 ou 27 possibilités, qui fait qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas un spécialiste de la chasse, il est très difficile de savoir où elle est. Et très intéressant, lorsqu'on va voir un certain nombre de gens dont c'est la responsabilité, ils n'ont aucune idée, effectivement, de ce qui se passe dans l'administration d'à côté. Et donc là, quelque part, je pense qu'on a aussi fait quelque chose en France qui est aujourd'hui à retravailler. C'est effectivement de consolider un certain nombre de nos efforts et consolider un certain nombre, je dirais, de ces investissements ou de ces pouvoirs d'investissement. C'est vrai dans l'administration, c'est vrai aussi dans l'accès au marché du travail et au marché d'un certain travail. Mais je laisserai la table ronde sociale en parler, parce que là, je pense qu'aussi on a mis un certain nombre de barrières qui fait qu'aujourd'hui, cette flexibilité, on la perd. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Alors, le deuxième thème de Pierre, il l'avait déjà annoncé dans sa première intervention, il est probablement le mieux placé pour le traiter, c'est la question de la compétitivité énergétique. On est en plein dans ce débat, il a d'ailleurs été ouvert ici même par le président de la République, cette question de la compétitivité énergétique, longtemps considérée comme un atout absolument incontestable de la France, et aujourd'hui, non pas remise en cause, mais discutée. Dans quels termes ? Oui, alors c'est clair qu'on a en France un atout important. On a des coûts d'électricité pour les entreprises, je pense en particulier aux électro-intensifs, chimie, aussi centre de données. Et cette
compétitivité-là, en fait, s'appuie sur l'historique de la France. Les décisions qui ont été prises il y a 40 ans d'investir dans le domaine nucléaire et de permettre une énergie aujourd'hui à bas coût. Alors, il faut réaliser que les gens qui ont pris la décision à l'époque, en fait, ont eu raison. Hein. On a aujourd'hui le coût de l'énergie nucléaire en France, selon la Cour des comptes, est inférieur à 50 € du mégawattheure. Et donc, permet d'avoir, en fait, je pense qu'avec la Finlande, on a les prix les plus bas en Europe et 25% inférieur au coût moyen de l'énergie en Europe. Et donc, une attractivité pour les entreprises électro-intensives. Bon, un peu mise à mal par les Américains, hein, avec le gaz de schiste, qui aujourd'hui permettent des coûts énergétiques comparables. Mais quand même, sur le plan européen, on garde cet avantage-là. Dans le dossier de la transition énergétique, évidemment, il y a toute cette priorité européenne et française d'investir davantage dans les énergies renouvelables. Et à ce chapitre-là, on a une inquiétude sur les coûts. Mais quand on parle des coûts du renouvelable, il faut aussi qu'on le compare non pas au coût moyen d'approvisionnement, mais bien au coût de la prochaine centrale. Hein? Alors, la prochaine centrale, une nouvelle centrale nucléaire aujourd'hui, coûte 110 € du mégawattheure autour. Et donc, le coût d'énergie est presque le double de ce qu'on a comme coût moyen historique en France. Et c'est avec cela qu'il faut comparer. Bon, une des dynamiques importantes à considérer à ce chapitre-là, c'est l'efficacité énergétique. Parce qu'en réalité, si on assume, comme les analystes le disent, que la moitié des besoins futurs en énergie proviendront d'efficacité énergétique et la moitié proviendront de nouvelles centrales, c'est absolument important de pouvoir aller de l'avant et, je dirais, rattraper, je pense, le retard qu'on a en France par rapport à l'Europe en termes d'efficacité énergétique, qui vient en partie du fait qu'on a des bas coûts. Alors, en réalité, si on réussit à réduire de façon importante la consommation énergétique dans nos processus, c'est comme libérer une partie de la base historique d'approvisionnement électrique et donc d'approvisionner d'autres usagers à des coûts bien inférieurs. Et je pense que ça va être important dans le débat énergétique en France, si on veut garder cette compétitivité-là, de garder la base nucléaire existante aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de façon de reproduire cette base-là en termes de coûts sur les marchés par de nouvelles technologies. Bien sûr, la partie énergie renouvelable est en évolution. Hein. Il y a beaucoup d'activités de développement. C'est des nouvelles technologies. Elle va continuer à s'améliorer. Je pense au solaire, entre autres, et à l'éolien. Et donc, les coûts de coûts de génération qui proviendra de ces nouvelles centrales sera davantage compétitif. Maintenant, l'autre dynamique qui est importante de se rappeler dans ce dossier-là, c'est que c'est bien de produire, hein, mais il faut aussi amener l'électricité là où elle est consommée. Et c'est un des gros débats qu'on a en Europe actuellement, où on a une problématique de connexion des nouvelles générations dans la mer du Nord, près du Danemark, pour l'amener vers les centres, par exemple en Allemagne, en Bavière, où la consommation énergétique est présente. Et donc, l'investissement en termes d'énergie renouvelable implique un investissement aussi important dans les réseaux de distribution ou de transport d'électricité. Il y a un projet européen de supergrid HVDC qui est rendu possible par le développement, entre autres, des disjoncteurs à courant continu qu'a fait ABB, qui permettrait à ce chapitre-là une meilleure utilisation des centrales de production renouvelables à travers l'Europe et qui permettrait également d'assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique sur l'ensemble du territoire, ce qui est une des préoccupations également dans les débats de la transition énergétique.
Vous disiez que la France avait réussi le virage du nucléaire, ce qui lui a permis de bénéficier d'un avantage comparatif de près de 4 décennies, hein, si on fait les calculs. Est-ce que vous diriez qu'elle est en train de louper le virage du gaz de schiste? Est-ce que c'est deux virages de même nature, à vos yeux? C'est sûr qu'en anglais, on dit que le gaz de schiste, c'est un game changer, hein, aux États-Unis, parce que ça a complètement bouleversé la structure industrielle de production d'énergie électrique aux États-Unis. C'est un mouvement de retour au pays d'un certain nombre d'industries. Exactement. Alors, il y a beaucoup d'électro-intensifs qui investissent moins dans les installations qu'elles ont à travers le monde, dans l'attente éventuelle d'un déménagement ou d'un déplacement vers des sources de gaz de schiste. Bien. Dernière intervention, je redonne la parole à Pierre Dejoux sur un thème qui est, j'allais dire, presque transversal à l'ensemble de la journée, mais qu'on a voulu traiter de façon spécifique dans cette table ronde économique, qui est le marketing de l'attractivité. C'est-à-dire que, on l'a dit et on va le redire, la France est riche d'atouts exceptionnels. Certes, elle doit les valoriser, mais surtout, elle doit les faire connaître et les vendre. Tout d'abord, j'aimerais commencer par une anecdote pour montrer l'écart qu'il peut y avoir entre la réalité et l'image qu'on peut avoir, hein, parce que l'AFI fait un travail remarquable pour montrer tous les attributs de la France. Ceci étant, il y a un écart fort sur l'image. Donc récemment, j'ai eu un nouveau chef qui pèse 30 milliards de dollars, qui est venu à notre usine de Gien, qui fait 70% d'export. Et il m'a dit gentiment, Pierre et l'équipe, vous allez m'expliquer pourquoi l'usine qui est en France, qui travaille pour toute l'Europe, est en France, et pourquoi elle n'est pas en Pologne, pourquoi elle n'est pas dans les pays de l'Est. Et vous avez une journée pour me convaincre. Bon. Petite pression sur l'équipe. Hein. Donc, à la fin, ça s'est bien passé, parce qu'il y a un savoir-faire important, il y a des personnes de qualité, il y a un savoir-faire industriel. Et en plus, on venait de sortir un nouveau produit qui est autonome énergétiquement, donc qui consomme moins qu'un sèche-cheveux, donc vous le branchez, voilà. Et puis, donc, vous mettez un panard solaire et il est totalement autonome. Ceci étant, les équilibres sont instables parce qu'il y a rendez-vous dans 6 mois. Donc, voilà, juste pour vous montrer qu'il y a de nombreux atouts, mais les équilibres sont très instables. Alors après, je vais revenir sur mon expérience singapourienne. Donc, à Singapour, vous êtes patron, vous êtes un roi. On vous appelle tous les trimestres, vous avez quelqu'un de l'EDB, Economic Development Board, qui vous appelle et qui vous dit « Pierre, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es bien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour faire venir de nouveaux emplois, de nouveaux investissements? Donc, voilà. Donc, est-ce que tu veux du sur-mesure? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, du customisé. » Alors, je vous invite à aller regarder le site de l'EDB de Singapour. Alors, 10 premières priorités, c'est que des tax incentives. On me dirait, on peut peut-être pas le faire pareil en France, en Europe, mais ce qui est important, c'est que ça montre les 10 priorités. Ensuite, il y a tous les attributs de Singapour qui sont montrés, et dont certains qu'on n'avait pas forcément en tête, qui est Singapour, c'est le 2e pays au monde pour la protection de la propriété industrielle. Et ensuite, 3e point, ce qui plaît beaucoup aux entrepreneurs, c'est une vision. Voilà, nous, on investit à long terme sur la silver economy, sur les smart buildings, sur les energy saving, donc une vision avec des engagements de stabilité. Alors, l'autre benchmark que je me permets et plus européen, c'est la Hollande. Hollande, petit pays. Donc, on se dit petit pays. Ceci étant, quand on regarde dans les classements, 5e pays en matière d'attractivité de capitaux. Et ils ont augmenté de 50% en une année. Alors, ils ont une politique ciblée, 10 priorités, hein, sales and marketing, logistique, manufacturing. Donc, ce terme est peut-être un peu pompeux de marketing de l'attractivité. Non, mais ça permet d'être clair. Voilà. Donc, en tout cas, une idée qui vient de personnes qui raisonnent comme dans l'entreprise, c'est, je pense qu'il est bien de montrer des priorités, de savoir faire du sur-mesure. Parce que si on regarde historiquement, on est resté à 15 000 emplois UTC en France, la Pologne est à 10 000. Il y avait quelques centaines il y a quelques années. Singapour a des milliers. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il faut savoir montrer les priorités, il faut savoir donner une vision et savoir aussi faire du sur-mesure. Donc voilà une conception du marketing qui n'engage que moi. Alors, de même que je garderai le ballon salaire pour la table ronde sociale et pour interroger Jean-Claude Mailly tout à l'heure, on garde le ballon marketing de l'attractivité pour la conférence avant le déjeuner de Philippe Letchener, hein, la mission Marque France. On est évidemment dans une problématique sur laquelle on reviendra.
Agnès Benassi-Kéré, à l'issue de ce second round, quelles sont vos réactions? Oui, alors merci. Quelques mots. Alors, sur le millefeuille des aides, alors je suis bien d'accord, hein, des amis entrepreneurs qui disent ah, il y a des aides, il y en a partout. C'est bien simple, il y en a partout, simplement, je n'ai pas le temps de faire les dossiers. Et donc, ils font ça. Et d'autres, tout en disant, moi j'ai des collègues dont l'activité principale est de chasser des aides. Donc, ils ne sont pas forcément de projets industriels, mais ils chassent des aides. Donc voilà. Donc, c'est un peu caricatural, mais il y a un peu de ça. Et je pense que dans les années à venir, il va falloir quand même faire le tri, faire des évaluations. Le choc de simplification, voilà. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça. Il faut s'appuyer sur des évaluations. Nous, quand j'étais donc au CEPI, on avait fait une évaluation sur les aides à l'exportation. Alors, on tremblait en faisant l'étude, parce que c'était en plein moment où le sol commercial français s'effondrait. Et donc, on avait peur. Et en fait, on avait trouvé des résultats positifs pour certains dispositifs, pas tous. Mais coûteux. Donc après, c'est une question d'arbitrage politique. Hein. On livre c'est pas aux économistes de choisir. Simplement, ils livrent les résultats et après, aux politiques de s'en saisir. Et en l'occurrence, il y a beaucoup d'évaluations qui existent sur de multiples dispositifs, soit d'aide, soit des dispositifs publics, et qui ne sont pas saisis par le politique. Le travail est là. Il demande que quelqu'un prenne le dossier et s'en saisisse. Donc, sur la compétitivité énergétique, alors je suis particulièrement sensible à ce sujet parce que le Conseil d'analyse économique a publié. Nous avons fait un travail économétrique original sur des données françaises, données individuelles d'entreprises exportatrices, et montrant, grosso modo, que 10% de plus sur le prix de l'électricité fait moins 1,9% sur la valeur des exportations. Et sur le prix du gaz c'est un peu moins, c'est 1,1% pour 10% de plus de prix du gaz. Mais enfin, voilà, c'est tout à fait sensible. Alors ça met le doigt sur un problème d'arbitrage entre court terme et long terme que vous avez bien évoqué, qui est qu'on aimerait bien que le prix de l'énergie, qu'on sait va monter, ne se comporte pas comme une plaine suivie d'une falaise. On voudrait bien que ce soit progressif. Donc utiliser la taxation, par exemple, pour lisser cette augmentation. Et notamment le fait qu'aujourd'hui, la taxation de l'énergie et de l'environnement, enfin, la France a pris beaucoup de retard par rapport à ça. Quand on trace le profil de la fiscalité en France, on taxe beaucoup le travail, pas beaucoup l'environnement, on pourrait inverser. Le problème, c'est que les entreprises qui sont intensives en énergie ne sont pas intensives en travail, elles sont intensives en capital. Et donc, voilà, faire ce changement, ce basculement de la fiscalité, c'est pas si évident parce que les entreprises qui gagnent ne sont pas les mêmes que celles qui perdent, et donc il y a un effet redistributif. Alors, sur, enfin, l'attractivité, le marketing, l'attractivité. Bon, alors, tax incentive, hein, c'est pas la mode d'aujourd'hui. Hein, enfin, les niches fiscales... Ça l'a été, hein. Introduire de nouvelles niches fiscales, c'est pas véritablement la tendance de la mode. Je pense qu'il y a en effet, il faut faire très attention aux données sur l'investissement direct étranger. Et moi, personnellement, je préfère les données sur l'emploi des entreprises étrangères. Quand on regarde le détail de l'IDE en France, en fait, une partie de l'investissement direct est attirée par de la rente bien franchouillarde, en particulier des opérations immobilières à Paris, des grands hôtels, ce genre de choses. Je vais être un peu impertinente. Hein. La réglementation française, qu'on dit épouvantable, dans certains cas, elle peut arranger des entreprises. Hein. Pardonnez-moi, mais je connais assez bien le dossier des ascenseurs, hein, en tant que présidente de copropriété. Et... La réglementation française très tatillonne sur la sécurité dans les ascenseurs a procuré une rente fabuleuse pour l'oligopole des ascensoristes. Il y a eu deux bonnes années, je ne peux pas laisser dire ça, il n'y a pas de rente. Voilà, il y a eu 2 belles années et depuis, malheureusement, ça diminue fortement. Il y a 2000 emplois en jeu à l'heure actuelle. Ah oui, parce que effectivement, maintenant c'est fini. C'était une période bien déterminée. Ça a diminué pendant 3 ans et là, il y a 2000 emplois en jeu, donc je ne peux pas laisser dire ça. Tout à fait, il y a eu un pic et après ça je sais très bien que dans les dîners à Paris, on en parle beaucoup. Il y a des fois des décalages entre la réalité et la perception. Bon. Donc c'est une perception, en effet. Autre exemple, je leur avais demandé d'être concret, j'ai été entendu au-delà de toute espérance. Non, mais ce que je voulais, enfin plus sérieusement, ce que je voudrais dire, c'est que il faut bien avoir en tête que l'opacité, la multiplicité des réglementations, c'est un coût fixe. Et quand on reparle des PME, ça introduit une inéquité entre les entreprises, entre les grandes qui peuvent se payer des gens concrètement pour comprendre les réglementations
et s'y retrouver dans cet océan, et les PME qui ne peuvent pas. Et donc je pense que c'est un enjeu très fort de cohésion du système économique français au sens démographie, grande, petite, voilà. Ça n'apporte pas de valeur, tout à fait, tout à fait. Agnès Benassi-Kéré, c'est vrai que le Conseil d'analyse économique travaille beaucoup et produit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, puisque c'est votre job, que les politiques, quels qu'ils soient, pas seulement le gouvernement, que statutairement vous êtes chargé de conseiller, mais que tous les politiques sont capables d'accueillir l'expertise, qu'elle vienne des chefs d'entreprise, nous venons d'en avoir 6 exemples spectaculaires, qu'elle vienne des économistes, vous êtes à la tête d'un groupe qui en est composé de très nombreux et de très brillants. Tout à l'heure, Jean-Paul Delevoye disait « la classe politique est malade ». Il ne le disait pas dans ces termes-là, mais en gros, c'était quand même ce qu'il disait. Est-ce qu'aujourd'hui, pour réformer ce pays, le principal hiatus, il ne vient pas de là, d'une sorte de fossé qu'il y a entre l'expertise et le politique ? Je pense que c'est plus général que ça. Il y a, effectivement, vous mettez le doigt, il y a un fossé qui s'accroît entre l'expertise et le monde de la décision politique, mais également peut-être aussi les médias. C'est pas que les économistes, c'est général. Je pense aux dossiers, par exemple, gaz de schiste, OGM, nucléaire. Il y a une espèce de défiance vis-à-vis de l'expert qu'on considère prendre trop de place. Et pourquoi est-ce qu'il prend trop de place ? Parce que les sujets sont de plus en plus techniques. Et donc c'est un amour-haine, si vous voulez. On va les chercher, mais après, on s'en détache et voilà, c'est pas facile. C'est terrible parce que, puisqu'on en est à recenser les atouts et les handicaps, l'expertise française, et pas simplement dans le domaine économique, je pense par exemple au domaine juridique aussi, était un des grands atouts de compétitivité de la France. Et si aujourd'hui la France elle-même le récuse, il y a un tout petit problème quand même, non ? Là, je ne peux pas répondre à cette question parce que j'ai un conflit d'intérêts. D'accord, très bien. Bien, Javier, une réaction à ce que vous avez entendu, bref, par rapport à ce que ça apporte en complément de votre étude INSEAD. Oui, mais ma réaction serait liée des choses qui ont été dites. L'évolution économique en Europe, dans le monde, c'est qu'on va plutôt sur une économie de la connaissance et l'innovation. Alors, ça veut dire que le dynamisme économique est très, très important. Alors, je voudrais m'appuyer sur les commentaires qu'on a fait sur les PME, l'entrepreneuriat et l'importance de cette compagnie et pour la compétitivité en France. C'est vrai que la France a des très très belles grandes compagnies qui sont très compétitives, mais on voit par exemple en Angleterre le secteur d'entrepreneuriat ou en Allemagne les entreprises de taille moyenne qui sont vraiment les piliers de la compétitivité aussi. Alors pour ça, je dirais 2 choses. L'importance de la régulation. Il y a un papier d'un collègue à la London School of Economics qui analysait la France. Et ce qu'on voit en France, c'est qu'il y a beaucoup plus de compagnies de 49 employés que de 51 employés. Alors tout le monde ici sait pourquoi. Et alors c'est une régulation que, bon, peut-être c'est pas grand-chose, mais ça devient une challenge pour les entreprises pour la croissance. Le deuxième, c'est au niveau de la coordination des activités pour le PME. J'ai vu une présentation de Karen Mills, l'ancien président de la Small Business Administration dans l'Obama Administration, et tous les travaux qu'ils ont faits pour aider les petites et moyennes entreprises aux États-Unis pour survivre la crise à niveau de financement, accès au marché extérieur et tout ça. Et je crois que ça serait intéressant d'avoir des idées comme ça ici en France et en Europe. Je notais quand même dans votre étude sur l'environnement de la création d'entreprises, qui est un concept large, vous pointez l'idée que la France est au 23e rang. On a des progrès à faire, mais on va les faire, bien sûr. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 interventions brèves, parce qu'on va faire un contrat entre nous. On est en train de déborder un peu, mais vous aurez une pause un peu plus courte. Je trouve que ça mérite bien ça pour avoir quelques questions. Alors, Yvon Gattaz, que je citais tout à l'heure, souhaite intervenir. Est-ce que quelqu'un peut lui apporter un micro ? Christine, vous vous en chargez. Merci beaucoup. C'est gentil. Puisque Gilles Legendre a eu l'amabilité de me citer tout à l'heure, je lui demanderai 120 secondes. J'ai confiance, Président. J'ai confiance. Alain Crozier pour sa défense et sa promotion des PME.
avec quelques remarques quand même. Il a oublié les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui ne sont que les PME qui ont réussi. Je lui rappellerai, mais il le sait mieux que personne, que la loi LME de 2008 a donné une classification précise. Pour une fois, on est PME de 10 à 250 salariés, on est ETI de 250 à 5000. Et le problème des PME, c'est ce problème justement de la croissance dont on n'a pas assez parlé. Bon, on catégorise maintenant par des volumes des salariés. Mais il faut faire une autre catégorisation. Dans les PME, il y a deux catégories morphologiquement différentes. Il y a les entreprises naines et qui restent naines et qui veulent rester naines, parce que les Français cultivent le nanisme avec délectation, il faut bien le dire. Et puis celles qui veulent grandir et qui ne veulent pas rester PME, qui veulent devenir des ETI, voire des grandes entreprises. Or, c'est le drame de la France, c'est que nous avons trop d'entreprises qui sont naines, qui veulent rester naines, et qu'on protège, qu'on met sous la tente à oxygène gouvernementale. C'est ce qu'on appelle le culte de l'ourson. Plus l'ourson est larmoyant et malade, plus on lui apporte des fonds, et plus on le soigne pour le sauver. On sauve nos canards boiteux. Quant à l'exportation, vous avez raison, il ne faut pas pousser non plus toutes les PME à exporter. Moi, j'ai connu d'innombrables PME qui se sont cassées la figure parce qu'elles n'avaient ni les moyens ni les hommes pour exporter. En un mot, moi, je leur dis toujours aux jeunes, exportez si vous le pouvez, mais n'ayez pas un ego supérieur à votre cash flow. Voilà une belle conclusion. Yvon Gattaz, ou le sens de la formule. Merci beaucoup. Une intervention? Oui? Non? Bon, écoutez, vous aurez d'autres occasions au cours du débat. Je voudrais remercier les chefs d'entreprise qui ont parlé en tant que chefs d'entreprise. Agnès Benassi-Kéré, ils ne sont pas chargés de conseiller le gouvernement, ils ne sont pas ministres à la place du ministre, ils ne font pas le même job que vous. Néanmoins, il y a une question que je voudrais vous poser enfin, parce qu'elle est directement inspirée de l'étude INSEAD. L'INSEAD dit, sur l'index dit de liberté économique, la France est 62e sur 117 entre la Thaïlande et le Rwanda. Et, connecté à cette question, l'INSEAD pose une autre question. Est-ce que la France doit se réformer par ajustement progressif ou par une thérapie de choc? Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous répondez à cette question? Est-ce qu'aujourd'hui, on a, compte tenu de la situation française, la nécessité d'y aller de façon graduelle, ou est-ce qu'il faudrait cette fameuse thérapie de choc? Merci, vous avez 1 heure là? Non, bon 2 minutes. D'accord. 2 minutes, mais attendez, vous nous avez montré que vous saviez très bien vous en tirer sur des formats courts. Alors, sur l'indice de liberté économique, je ne suis pas sûre que ce soit... je crois que c'est l'indice Heritage, hein, c'est ça, de la Fondation Heritage. C'est ça. Ouais. Moi, je ne suis pas très fanat de ces indices agrégés, où on additionne des choses avec des pondérations sorties du chapeau. Je ne suis pas sûre que ça nous aide énormément. D'ailleurs, l'INSEAD prend parfois ses distances avec ces index. Hein. Il est pur là-dessus. Là où l'INSEAD peut être très utile et où les entreprises peuvent être très utiles, c'est pointer, d'ailleurs c'est fait dans le rapport, pointer des choses très précises qui peuvent être améliorées. Du style la récupération des impayés, la protection des droits de l'investisseur, les permis de construire, enfin des choses précises. Ça c'est vraiment utile. Mais bon, se dire on est entre la Thaïlande et le Rwanda, bon, d'accord. Ça nous fait du mal inutilement. Alors, voilà. Thérapie de choc ou ajustement graduel? Alors, thérapie de choc ou ajustement graduel. Alors, je ne sais pas répondre à cette question. Mais vous voyez bien, il y a tellement de problèmes imbriqués que dès qu'on en tire un, on en découvre un autre et qu'on voit que tout ça est lié. Notre débat nous l'a montré et on va probablement le vérifier sur les 3 autres tables rondes. Bon, est-ce qu'à chaque fois qu'on tente quelque chose, on voit 1000 raisons pour que cette chose-là ne fonctionne pas? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une sorte de réforme d'ensemble, de remise à plat, comme après 58 par exemple, pour reprendre un exemple historique fameux? La raison pour laquelle je ne vais pas répondre à cette question, parce que je ne pense pas que ce soit une question d'économiste. C'est une question de politique, de voir comment... Conseiller? Mais moi, je ne suis pas conseiller politique. D'ailleurs, je ne suis même pas conseiller économique, hein, puisque le CAE est indépendant, je le rappelle. Justement, vous avez la liberté de nous dire ce que vous pensez. Non, mais je pense que c'est aux politiques, c'est son job à lui. C'est là qu'il est compétent de savoir comment il peut tourner une réforme pour que ça passe.
L'économiste est incapable de faire ça. Et quand on regarde les expériences étrangères, on voit de tout. On voit des pays comme le Canada ou la Suède qui ont su mener de deux fronts, par exemple, une réduction drastique des dépenses publiques et des réformes structurelles de libéralisation des marchés, de changement de système, par exemple d'assurance chômage ou des choses comme ça, qui ont accompagné la baisse des dépenses publiques, et donc ça s'est allé de pair. Et puis vous avez des pays comme l'Allemagne qui ont fait l'un puis l'autre, qui ont fait d'abord les réformes Schröder, enfin les réformes Hartz, puis l'ajustement des finances publiques. Oui, il n'y a pas de mécanisme général. En général, on dit qu'il faut une grosse détermination politique et donc en mettre un grand coup au départ pour montrer sa détermination. Mais ensuite, on sait bien que, pour ce qui concerne la France, par exemple, il y a des réformes qui vont mettre du temps. La refondation du système de santé que nous appelons de nos voeux, nous avons publié sur ce sujet au Conseil d'analyse économique, ça prend du temps. Ça va prendre du temps. Il y a un certain nombre de choses. On n'est pas dans l'IACA. Voilà. Et donc, il y a des choses rapides qu'on peut faire pour montrer sa détermination, mais ensuite, c'est un programme de réforme. Mais en fait, vous avez très bien répondu, donc je suis très content. Bien, Christophe Demestre remonte à la tribune pour une conclusion ultra rapide, Christophe, s'il vous plaît, parce que sinon, notre pause va y passer. Effectivement, une gageure de faire une conclusion après un riche échange de cette nature. Permettez-moi de revenir sur quelques points qui m'ont frappé, moi, je trouve particulièrement intéressant. L'attractivité économique. D'abord, la méthodologie de benchmarker la compétitivité dans les autres pays. C'est intéressant de voir ça notamment sur pas mal de critères et de pointer finalement les exceptions françaises. J'en prendrai deux, les autres je laisserai au fiscal et au social. C'est l'entrepreneuriat, la réglementation. Moi, ce qui me frappe, c'est naturellement, et vous avez mis tout à l'heure très justement, la productivité au centre des débats. Les 1253 entreprises qu'on fermait, 600 qu'on crée. Donc la productivité en France est en berne. Et c'est bien de le mettre au centre des discussions. Il me semble important, un point important souligné, c'est la stratégie européenne. Il n'y a pas de victoire unique française. Le marché européen est intégré. Il faut absolument que l'on puisse dépasser les petits égoïsmes, et quand on regarde les réussites qui sont européennes type Airbus, je pense que c'est un bon exemple. Sur l'entrepreneuriat, important, le rôle central des ETI et des SME et de l'ensemble des petites et moyennes entreprises, ça c'est important. Effectivement, là, il y a le principe de la chasse en meute, qui est une expression guerrière, utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale par les sous-mariniers, et qui effectivement a un sens à partir du moment où on sait l'appliquer, c'est-à-dire utiliser et inclure l'ensemble des entreprises dans cette stratégie. Vous donner un exemple aussi, parce qu'on a parlé de choses qui sont dans le domaine industriel. Nous avons 54% en valeur en ETI et en petites et moyennes entreprises, avec 9000 fournisseurs en France. Donc c'est possible, ça demande une certaine systématique et un certain nombre d'utilisations très pragmatiques. Enfin, sur la réglementation, moi j'appelle aussi, et j'ai retenu, le choc de simplicité. Les opportunités, j'en vois beaucoup, silver economy, dynamisme démographique, donc avec tout ce que ça implique, les infrastructures, la rénovation thermique qui ne concerne pas que les matériaux, mais aussi l'efficacité énergétique, je l'ai bien retenu, le coût de l'énergie, qui sont un avantage français, naturellement, mais aussi dans les renouvelables. Il faut savoir que dans l'éolien onshore, on arrive à 70 €, donc beaucoup moins cher que les nouvelles centrales nucléaires, il faut quand même le savoir, que là, ça bouge vite. Les interconnexions, courant continu, où la France joue un rôle central parce qu'elle est au milieu du réseau de transport européen, et naturellement le ciblage des marchés prioritaires et la 4e révolution industrielle dont on aurait pu parler, qui est un avantage décisif pour les petites entreprises qui vont pouvoir s'équiper d'outils de simulation qui pourront leur donner une vitesse d'exécution plus importante. Et enfin, pour finir, j'ai bien aimé aussi l'appel à tous les entrepreneurs qui sont ici sur la modération salariale. Pensez-y, chers entrepreneurs, quand vous discutez vos NAO en ce moment, c'est mon cas. Donc, ce sera intéressant si le message du gouvernement était dans ce sens-là. Engager sur l'Europe, éviter le repli sur soi, et enfin s'engager sur l'expertise pour la promotion de la technologie, parce que je pense que là aussi, le côté frileux, parfois, dans un certain nombre de régulations et de systèmes, font que l'on perd notre dynamisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe Demestre. Merci, messieurs. Merci particulièrement, madame.
je crois que vous avez tous parfaitement tenu votre rôle durant ce premier acte. Alors, nous allons faire une petite pause. Nous serons à nos sièges à 11h-5. Vous avez un quart d'heure pour la table ronde sociale et bien sûr la conférence d'avant-déjeuner et le discours de Philippe Letchener. Bonne pause.